Le logo là. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux citoyens rouennais, mais aussi citoyens du monde, puisqu'après tout, nous sommes sur Internet. Comme vous le savez, la semaine ESS de la ville de Rouen n'a pas pu se faire en présentiel compte tenu du contexte Covid. Et donc, le groupe de travail de la ville a souhaité maintenir ce rendez-vous. Et donc, nous avons concocté, travaillé sur 5 webinaires et nous arrivons au cinquième de ces webinaires avec la thématique suivante de la fourche à l'assiette pour une sécurité sociale de l'alimentation, une thématique autour de l'alimentation. Après tout, la crise Covid a aussi commencé par cette thématique-là, autour de cette personne qui potentiellement a mangé ce pangolin qui a été peut-être infecté par une chauve-souris. En tout cas, c'est fort probable. Et donc, autour de la table virtuelle ce soir, je suis heureux d'accueillir Benoît Leclerc, coprésident du réseau des AMAP au Normand. Bonsoir, Benoît. Nous accueillons Grégory Lamarre, qui est directeur d'Intermède d'emploi, une association d'insertion bien connue sur la ville de Rouen. J'ai associé, le groupe de travail a associé également des collègues élus, évidemment, puisque nous sommes tous confrontés et à cette nécessité de faire vivre l'économie sociale et solidaire, mais aussi à apporter des réponses dans cette période bien compliquée. Donc, j'accueille ce soir Jean-Michel Bérégovoy, adjoint au maire de la ville de Rouen, chargé de la résilience, de la transition énergétique et de la biodiversité. Bonsoir Jean-Michel. Voilà. Yves Sauré, qui est membre du bureau de la métropole avec la délégation de l'alimentation et des circuits courts. Bonsoir, bonsoir Yves. Bonsoir. Initialement, nous avions organisé une conférence gesticulée. Nous avions invité Monsieur Mathieu Delmet, qui est donc ingénieur sans frontières Agrista, et qui, après l'intervention des 4 personnes que je viens de citer, nous présentera sa conférence gesticulée et expliquera ce qu'il va nous proposer pour ensuite, évidemment, avoir un temps d'échange, puisque c'est la logique de la semaine ESS, dans une démarche d'éducation populaire. On échange, on discute et on essaye de progresser ensemble. Donc je vais, pour la première intervention, donner la parole à Benoît Leclerc, qui est co-président du réseau des AMAP au Normand. Benoît, tu as la parole. Et donc, bonsoir à tous et à toutes. Je vais essayer donc de me tenir dans la fourchette des 6 minutes. Donc, quelques rappels de la fourche à l'assiette en 6 minutes. Donc, en présentant tout d'abord les paniers AMAP et puis plus précisément, dans un deuxième temps, le réseau au Normand. Donc, une AMAP, pour rappel, pour celles et ceux qui ne l'ignoreraient peut-être maintenant, c'est une association de maintien de l'agriculture paysanne. La première création d'INAMAP en France remonte à 2003, donc en région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et la première implantation en Normandie se fait, elle, en 2004. Donc, la création d'une AMAP est autonome, libre. Chacun peut créer une AMAP comme il l'entend. Ce n'est pas un franchisage. Elle naît la plupart du temps de la volonté de consommateurs. Nous, on dit maintenant consommateurs ou consommatrices bénévoles qui construisent un partenariat avec un producteur ou une productrice paysanne. Donc, ensemble, ils conviennent d'un contrat individuel sous forme d'un abonnement pouvant aller jusqu'à 6 mois. Contrat qui lie chaque amapien avec son producteur ou sa productrice. Le débarrage se base la plupart du temps sur des paniers de légumes, mais l'AMAP peut ensuite compléter cet approvisionnement en volaille, en viande bovine, en viande ovine, fromage, pain, etc. Alors, quelques repères. Une AMAP, c'est un réel circuit court de type zéro intermédiaire. Et j'insiste sur la notion. La notion est importante parce qu'en effet, la notion de circuit court est parfois un peu galvaudée et juridiquement, elle reste valide avec un intermédiaire. Mais ce dernier intermédiaire peut réunir une
production et un consommateur distant parfois de plusieurs centaines de kilomètres. En gros, c'est ce qu'on retrouve du bio pas cher, mais à l'empreinte carbone et aux conditions sociales parfois discutables. En AMAP, le produit passe directement du champ à l'assiette. C'est différent aussi de structures type que certains connaissent, Petit Marron, La Ruche qui dit oui, qui eux s'appuient sur des plateformes de commande, une logistique d'approvisionnement, de livraison de proximité, et avec souvent aussi des marges intermédiaires donc, qui viennent en deçà de la rémunération du producteur. Donc, l'AMAP, c'est des produits de proximité de quelques dizaines de kilomètres, donc, qui garantissent effectivement une fraîcheur et une qualité indiscutable. C'est également un engagement moral et financier, contractualisé, je le rappelle, donc sur la durée, pouvant aller jusqu'à un engagement de 6 mois, voire 1 an, qui constitue pour le producteur une régularité de trésorerie. C'est aussi une relation d'équité dans la détermination du montant de l'abonnement, versé directement au paysan ou à la paysanne, le plus souvent à l'avance, sans aucune commission pour l'association AMAP. Enfin, il y a aussi un principe de solidarité qui est partagé sous forme d'une aide à des chantiers maraîchers, parfois un soutien financier, ou plus simplement une visite conviviale à la ferme. Donc l'engagement est surtout essentiellement, et c'est fondamental pour tous ses membres, un engagement de pratiques agroécologiques, le plus souvent certifié agriculture biologique, ou pour le moins un engagement du producteur à une démarche de conversion. En pratique, le paysan ou la paysanne viennent livrer chaque semaine à un jour ou à une heure donnée entre 30 et 50 paniers, et avec l'aide des amapiens bénévoles, pour le déchargement, pour le pointage, le tout organisé à tour de rôle. Donc, n'est livré que ce qui est commandé, ce qui fait qu'en fin de compte, il y a 0 perte et 0 déchet. Enfin, une AMAP n'a pas vocation à grossir indéfiniment, et au-delà de 50 membres, le principe est celui d'un essaimage. Et ça se manifeste par, en général, la création d'une nouvelle AMAP, afin de maintenir quand même une relation à taille humaine. Dans le cadre de ces AMAP, suite à, on va dire, à une certaine multiplication des AMAP, j'ai révélé la nécessité de la création d'un réseau. Et donc, le réseau d'AMAP au Normand est une association qui, elle, se crée dans les années 2010-2011. Elle réunit des bénévoles référents d'AMAP, des paysans et d'autres partenaires associatifs. Elle représente aujourd'hui 70 AMAP, 128 producteurs, pour près de 2500 familles amapiennes sur le département Seine-Maritime et Eure. La plupart des AMAP répertoriées en Seine-Maritime et Eure sont adhérentes du réseau. Il y en a 31 en métropole Rouen-Normandie, dont 7 à Rouen, 15 dans le département de l'Eure et 13 dans le secteur Havre-Caux. Les objectifs sont l'animation, naturellement, la coordination, la représentation partagée de ses membres et des producteurs paysans auprès des institutions territoriales ou partenariales, type Terre de Liens, Confédération paysanne, les CIVAM. Le réseau AMAP au Normand intègre, lui, dans ce cadre, la structure nationale du MIR-AMAP, Mouvement interrégional des AMAP, qui consolide des valeurs communes sous la forme d'une charte nationale des AMAP, qui a été d'ailleurs finalisée en 2014. Pour ce qui est de la gouvernance du réseau des AMAP au Normand, il est animé par un conseil d'administration. Actuellement, ce sont 8 membres bénévoles et une animatrice rémunérée à hauteur de 15 heures hebdomadaires. Donc, c'est un horaire qui pourrait, à notre sens, être quelque peu, on va dire, augmenté, pour faire court. Le réseau sollicite et reçoit des soutiens financiers institutionnels dans la mise en œuvre de ses objectifs. Donc, une animation, soutien logistique auprès de ses membres et de ses producteurs, organisation de rencontres des amapiens et des producteurs, une aide à la création, la réalisation de documents de communication, l'animation du site Internet, une carte interactive, une page Facebook, une participation aussi à des manifestations, événements publics, graines de jardin, forum des associations, semaine de l'ESS, nous y sommes, mais aussi de sa propre initiative. Les AMAP font leur cabaret, par exemple en 2018, de la terre à l'assiette dans les quartiers Hauts de Rouen, Grand-Mare et Sapin. Une co-organisation aussi partenariale d'ateliers cuisine, avec le Champ des Possibles, par exemple. Un soutien et un maintien à l'installation, à voir, par exemple, dans le cadre de projets espace test agricole, par la création d'une AMAP, on garantit l'écoulement de la production du nouveau maraîcher qui cherche à s'installer. Enfin, c'est aussi, de façon générale, une démarche d'ensemble relevant de l'éducation populaire, au mieux manger, au rapprochement de la citoyenneté urbaine et paysanne. Enfin, des accompagnements en lien avec l'actualité récente, particulièrement, besoin d'un suivi sur les
la période post-Lubrizol, sur le confinement, le Covid et les interrogations de nos membres, et dans ce cadre aussi, des initiatives de panier solidaire. Les soutiens financiers en cours avec nos objectifs reviennent actuellement de la métropole Rouen-Normandie dans le cadre d'une convention triannuelle, du conseil départemental 76 avec des objectifs similaires articulés dans les 3 pôles géographiques, le Havre-Caux, Pays de Bray, métropole rouennaise, et enfin plus récemment, la ville de Rouen, qu'on remercie ici, qui a financé un projet que nous avions soumis à EcoProgress visant à l'implantation du siège social du réseau dans la capitale régionale, Rouen, finalisé dans l'espace symbolique d'une ancienne maison maraîchère de la zone naturelle de Repinville, ceux qui connaissent se reconnaîtront, sauvé il y a quelques années d'un projet d'urbanisation commerciale. Le projet, malgré les turbulences covidiennes, est devenu une réalité à la rentrée de septembre. Donc, pour en savoir plus sur les AMAP proches de chez vous, n'hésitez pas à consulter le site internet du réseau AMAP au Normand. Si vous n'en trouvez pas, eh bien, créez-en une et n'hésitez pas à nous rendre visite. Pour un coup de main à notre local de Repinville, tout nouveau, route de Lyons. Merci de votre attention. Et à suivre, je passe la parole à Merci, l'intervenant merci suivant. Benoît. Alors Merci. écoute, en termes de timing, j'ai bien fait de te proposer de parler en premier. Tu es parfait, tu as respecté la consigne. J'informe que Daniel Corredor va mettre à chaque fois que vous parlez, quand il trouvera le lien sur Internet, il va pouvoir envoyer sur la liste de discussion le lien Internet qui représente dans lequel votre structure parle et évoque toutes les activités qu'elle met en place. Voilà, merci à toi Daniel. Et donc, évidemment, l'association et le réseau des AMAP fait évidemment partie de l'économie sociale et solidaire, tout comme, bien entendu, Intermed Emploi, qui est une association d'insertion. Et donc, je passe la parole à Grégory Lamarre, qui en est son nouveau directeur, et je lui souhaite d'ailleurs la bienvenue sur le territoire de la commune, et qui va donc nous présenter son association et les activités qu'ils ont mis en place ou en projet autour de cette thématique. Grégory, tu as la parole. Oui, bonsoir et merci Stéphane pour votre invitation. Alors effectivement, donc je suis le nouveau directeur du groupement d'économie solidaire Archimède, qui comprend notamment l'association Intermed Emploi, et je remplace en fait Arnaud Dalle, qui est un acteur, lui pour le coup, extrêmement connu comme l'association, reconnu et très impliqué dans le domaine de l'insertion depuis maintenant 20 ans. Alors, pour présenter rapidement Intermed, donc nous sommes une association de 22 permanents. On est une association qui a été créée en 1987 et qui est implantée au cœur du quartier des Hauts-de-Rouen. Et on porte un intérêt majeur à l'emploi, à l'insertion sociale des personnes en difficulté, mais aussi à la création de richesses sur le territoire. Et on travaille en priorité sur les quartiers prioritaires de la ville de Rouen, que sont donc les Hauts-de-Rouen et Gramont. Et pour donner une idée en fait du nombre de personnes, de salariés en insertion, en 2019, nous avions accueilli 350 salariés. Donc c'est assez conséquent. Pour préciser également, donc on travaille dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. C'est un champ spécifique de la politique sociale, puisque l'idée c'est de mettre les bénéficiaires, donc les personnes en recherche d'emploi et les bénéficiaires du RSA, au cœur de leur insertion professionnelle. Et on le fait notamment grâce à de nombreux partenaires, que sont effectivement les collectivités, donc la ville de Rouen, bien évidemment, la métropole, le département et la région, à travers différents financements, différents soutiens, et aussi, bien évidemment, l'État avec la directe et des acteurs privés, puisque notre rôle à nous, c'est de mettre à disposition du personnel en insertion au sein des structures pour qu'ils puissent trouver une activité, une expérience professionnelle. Donc, nous, on propose des parcours d'insertion et on a un accompagnement social, c'est-à-dire qu'on accompagne ces personnes pour essayer de lever en fait, ce qu'on appelle les freins au retour à l'emploi, différentes problématiques comme l'accès au logement, l'accès au permis de conduire. Donc, on est là pour les aider, les orienter. Et également un accompagnement technique via ce qu'on appelle des contrats à durée déterminée, soit d'usage, soit d'insertion, dans des missions en interne via des chantiers d'insertion ou, comme je l'ai dit, avec d'autres partenaires mis à disposition. Alors voilà, l'insertion par l'activité économique dit insertion et activité économique, et on a effectivement besoin d'ouvrir notre champ d'activité pour pouvoir proposer différents domaines qui puissent intéresser en fait les différents demandeurs. Donc pour cela, en 2009, Intermed Emploi s'est ouvert à d'autres activités, comme par exemple,
On a un chantier d'insertion dans le domaine de la voirie et des espaces verts depuis 2012. On a également une activité apicole sur l'ensemble de la métropole. Et j'en parlerai aussi tout à l'heure. On est aujourd'hui, on gère la ferme de l'Aubette sur le site de Repinville depuis le début de cette année. On a également une entreprise d'insertion avec la création de Léo à table, donc il y a un restaurant d'insertion sur les Hauts-de-Rouen. J'en parlerai également. Et on a également une entreprise de travail temporaire d'insertion. Et l'idée aussi, ce serait de créer une entreprise d'insertion de travailleurs indépendants. Donc, toutes ces structures juridiques, en fait, qui ont été créées depuis 2009 autour d'intermèdes d'emploi, ont été rassemblées dans le groupement d'économie solidaire Archimède. Voilà. C'est juste pour vous situer un petit peu au niveau de la constellation, en fait, de ce qu'on a pu créer et des différents termes. Alors, au niveau donc, de la fourche à l'assiette, la pertinence du coup de notre invitation, c'est que au niveau de l'assiette, en 2017, on a donc créé l'association des ateliers Déo, et en avril 2017 et en septembre 2017, c'est une opportunité en fait par rapport à un local qui était à disposition sur la Grand Marbre. L'association a donc créé Léo à table, qui est aujourd'hui en fait le seul restaurant des Hauts-de-Rouen, un restaurant associatif situé donc à côté du collège Braque, et qui est donc un très beau projet, surtout une très belle vitrine en fait pour le territoire, puisque en fait quand tout va bien, enfin quand je dis quand tout va bien, c'est qu'aujourd'hui le restaurant est fermé, mais quand on est ouvert, on accueille jusqu'à 70 personnes, 70 couverts, voire même, on peut aller même jusqu'à 110 couverts, et c'est autant de personnes, soit du territoire, mais aussi du centre-ville de Rouen ou d'entreprises autour, et l'objectif, donc, c'est de créer un lieu de convivialité et de mettre en avant les atouts du territoire et les atouts de l'insertion. Et quelque part, quand on va dans ce restaurant-là, quelque part, on ne sait pas forcément qu'on est dans un restaurant d'insertion, et c'est vraiment l'objectif de l'association, c'est de pouvoir montrer les qualités et derrière, du coup, de pouvoir effectivement appuyer l'importance et la qualité du travail en insertion. C'est donc un restaurant aujourd'hui qui est fermé, qui accueille aujourd'hui 2 encadrants techniques, un en salle et un en cuisine, et 8 salariés en CDDI, donc 8 salariés d'insertion. Et c'est un restaurant qui a la particularité aussi d'être en partenariat avec la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, puisque notamment Marc Eschefin, le chef du restaurant, est donc employé de la PJJ. Et l'idée, en fait, avec cette entité, c'est de pouvoir accueillir des jeunes et de leur présenter, en fait, pour eux, c'est un outil d'insertion, et leur présenter, en fait, le métier, soit de la salle, soit de la cuisine. Et je profite du coup de cette diffusion pour dire voilà, qu'on est effectivement fermé, mais on a quand même souhaité rebondir sur l'opportunité pour pouvoir développer des plats à emporter. Donc, tous les midis, si vous voulez, vous pouvez venir chercher chez Léo des plats à emporter, et également des plats du week-end. Et là, actuellement, à Léo, on est en train de distribuer des plats du week-end en respectant les règles sanitaires. Mais l'idée, c'était de garder en fait le lien avec nos clients et puis de profiter aussi de la diversité culturelle que peut nous apporter l'insertion. Comme par exemple, la chef Jeannette, elle est sénégalaise, donc la première fois, elle avait fait un poulet yassa. Après, on a une personne en insertion qui est tunisienne, donc on a proposé un couscous tunisien. Là, on est sur un curry sauce créole. Donc voilà, on essaie aussi de mettre en avant, c'est aussi l'atout en fait de l'associatif, et notamment dans l'insertion, c'est qu'on peut mettre en avant beaucoup de choses, et notamment aussi le culturel qui est pour nous un élément fondamental. Donc ça, c'est pour le restaurant Léo à table. Donc ça, c'est pour l'assiette. Et au niveau de la fourche, on a été sollicité fin 2019 pour reprendre en fait l'exploitation du jardin de l'Aubette, qui est situé donc sur le site de Repinville, le site qu'évoquait tout à l'heure M. Benoît Leclerc. On est effectivement un secteur sur lequel on a plusieurs associations. Et au niveau donc de la ferme de l'Aubette, nous avons positionné donc un encadrant technique, Florian Alatte, et aujourd'hui, on est en capacité, dans le cadre d'un chantier d'insertion, qui est différent d'une entreprise d'insertion, dans le cadre d'un chantier d'insertion, aujourd'hui, on a 7 salariés pour déterminer l'insertion. On a 2 hectares donc, de sites, dont un peu plus d'un hectare en fait, d'exploitation, et on est sur un maraîchage diversifié, puisque l'idée, en fait, c'est de pouvoir profiter de cette zone-là pour apporter un grand nombre de produits que l'on peut faire pousser chez nous, avec, par exemple, dans l'idée future, peut-être, de réintroduire des anciens légumes normands
et de pouvoir en faire profiter en fait nos concitoyens. Donc ça, c'est pour la ferme de l'Aubette. Fort en fait de ces deux structures, de nos expériences dans ces deux domaines, et également en faisant le constat que, notamment par rapport au restaurant, la difficulté de le voir aujourd'hui fermé, parce que mine de rien, même si on propose d'autres solutions, ça reste quand même une difficulté pour nous. On a souhaité en fait mettre en place un nouveau projet qui normalement devrait sortir premier trimestre 2021. Et l'idée, donc, c'est de pouvoir de créer une micro-filière alimentaire au niveau du territoire, via ce qu'on appelle un PTCE. Alors, un PTCE, c'est un pôle territorial de coopération économique. L'idée, c'était quoi? C'était de se dire, voilà, nous, on a un restaurant qui est ouvert que le midi, 5 jours sur 7. Donc, a encore un potentiel en fait d'activité qui n'est pas utilisé. Donc, l'objectif, c'est de profiter en fait de ce restaurant pour faire de la transformation. Donc, de prendre des légumes, notamment du maraîchage et d'autres, et de pouvoir donc proposer après des plats emportés et de trouver donc une nouvelle filière de distribution. L'autre constat, c'est que le maraîchage aujourd'hui est en développement, mais qu'on devrait être en capacité de pouvoir améliorer notre production l'année prochaine et dans 2 ans. Donc, de trouver aussi des filières de développement, de distribution. L'idée aussi, c'est que... conclusion, Grégory. Pardon? Avec ton mot de conclusion, s'il te plaît. On est déjà à 6 minutes. Là, tu dépasses un peu. C'est vrai. Pardonnez-moi. Alors, je vais dans mon mot de conclusion. Donc, voilà. Donc, on a un projet qui s'appelle Archibon. Je reprends, voilà. Je me dépêche pour finir. Mais voilà, l'idée, c'est donc de pouvoir de faire profiter en fait de nos expériences pour mettre en place une micro-filière alimentaire et de donner en fait à l'insertion des nouveaux axes de développement et de pouvoir proposer à ces personnes qui demandent un emploi de pouvoir travailler dans ces domaines-là et de faire aussi profiter de notre capacité de trouver des partenaires comme une start-up sur les Hauts-de-Rouen, comme la mairie de Rouen, la ville de Rouen avec laquelle on travaille beaucoup, voilà, pour trouver un autre filière de distribution via un point de vente automatique sur le site de Repainville. J'en ai terminé et merci. Merci, merci à toi, évidemment. Le moment où on pourra débattre ensuite, vous pourrez reprendre la parole. Je passe la parole à Jean-Michel Bérégovoy qui connaît bien Léo à table. Il a beaucoup œuvré pour soutenir Léo à table et pour que ça ne soit pas des bureaux, mais que ce soit une entreprise en ESS qui s'installe ici et qui a su démontrer sa compétence et sa capacité à créer quelque chose qui répondait aux problématiques du quartier, économique et d'insertion. Donc Jean-Michel, tu as la parole. Oui, merci Stéphane, merci à toutes celles qui nous écoutent et qui vont participer à ce débat. Pas facile de rentrer dans un tel débat. Moi, je crois qu'il faut partir du constat. Notre objectif commun, c'est de répondre à la fois à l'urgence climatique, à la fois à l'urgence sociale, mais aussi à la réduction extrêmement inquiétante de la biodiversité, pas seulement dans les territoires ruraux, mais même dans nos centres-villes, même dans nos lieux extrêmement urbanisés. Et puis, il y a cette crise sanitaire inédite qui a renforcé, bien sûr, cette urgence et qui est renforcée aussi, je pense, par notre volonté de transformer notre modèle agricole bien au-delà de ce territoire sur lequel on va travailler aujourd'hui. Et notre conviction, une fois qu'on a fait l'état de toutes ces urgences et toutes ces volontés qui sont les nôtres, notre conviction, c'est qu'il fallait lancer, même si ça avait déjà commencé, on avait participé notamment avec François Esconnec aussi, avec un certain nombre de partenaires qui sont ici ce soir, mais lancer un grand plan de renaturation sur notre territoire communal. Au-delà, je parle sous le contrôle de Yves, mais y compris sur le territoire métropolitain. Et dans le cadre de ce projet de renaturation de nos espaces publics, de prévoir effectivement un plan autour de l'agriculture urbaine, même si, je l'ai dit, on avait déjà commencé à travailler sur ces sujets. Ça a été dit avec Léo à table, avec Repainville, mais aussi avec tous les jardins familiaux que nous avons créés tout au long des 6 dernières années. Je rappelle qu'il y en a un très prochainement
qui va voir le jour, qui va s'appeler les 4 saisons de 1600 mètres carrés sur la Grand-Mare, qui est né aussi d'une volonté de citoyens qui se sont engagés dans un projet d'habitat participatif intergénérationnel et qui ont tout de suite compris que cette façon de retravailler la terre ensemble était aussi non seulement aller créer du lien social, mais aussi du bien-être individuel et collectif. Donc, en réalité, à travers ces projets-là, on fait que, comment dirais-je, de faire réémerger quelque chose qui existait. La culture en ville, l'agriculture en ville, elle a toujours existé à travers l'histoire. Elle était très présente. Il suffit de relire, j'aime beaucoup ce livre, Le ventre de Paris de Zola, pour voir que les maraîchages étaient aux portes de la capitale sur des zones aujourd'hui qui ont effectivement été extrêmement urbanisées. Je pense à Montreuil, qui a fait beaucoup depuis pour reprendre de l'espace et le redonner à la végétalisation et à la naturation. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet qui était qu'on avait cette culture-là qui s'est perdue. Alors, pourquoi elle s'est perdue? Parce qu'il y a une minéralisation intensive. La pression des promoteurs aussi, je tiens à le dire ici, c'est un véritable combat. Il faut se battre en permanence et le coût du foncier qui nous bloque sur bien des projets. Et par rapport à ça, il faut être extrêmement résilient, mais aussi extrêmement résistant. Je pense notamment, là, puisqu'on parlait de le travail qu'on fait notamment avec Intermed sur les Hauts-de-Rouen, avec les hauts à table. On était dans le cadre de l'ANRU il y a encore quelques semaines de ça à discuter de ce qu'allaient devenir les différents terrains qui sont aujourd'hui prévus pour faire un certain nombre d'opérations. Et avec un certain nombre de personnes, on se battait pour éviter que ça soit systématiquement des projets d'urbanisation. Et il y avait une parcelle qu'on appelle la parcelle Ronsard-Villon qui posait un vrai sujet de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'après avoir discuté notamment avec le maire de Rouen, Nicolas Maire-Rossignol, il y a eu cette volonté collective de faire de cette parcelle qui fait environ 5000 m² un lieu de maraîchage en plein cœur de ce quartier de Hauts-de-Rouen, comme de la même manière, il y a ce beau projet, je pense que d'autres en parleront, mais ce beau projet de ferme urbaine sur ce même territoire, à la Grand-Mare, d'un parking qui pourrait devenir, en tout cas c'est un projet qu'on veut absolument porter avec tout un tas de partenaires. On regarde de loin, mais Grégory aussi sur ce sujet, qu'on voudrait porter prochainement d'une champignon endivière qui soit aussi capable à la fois d'être un lieu de pédagogie, parce que c'est important, et en même temps un véritable modèle économique qui se construit sur nos territoires qui sont extrêmement urbanisés. Et c'est intéressant parce que quand on va sur ces sujets-là, au-delà du fait qu'on regagne de l'espace, bien sûr, sur une urbanisation complètement folle. Alors, bien évidemment, quand je parle de ça, ce n'est pas l'idée de verdir une urbanisation qui serait sur des principes inchangés. C'est plutôt d'essayer de changer les principes d'urbanisation et d'introduire la nature comme étant un élément absolument fondamental du lien qu'on doit avoir entre nous, entre humains, c'est le lien social, mais aussi avec notre environnement. C'est absolument fondamental si on veut vraiment entrer en résilience et résister et répondre à toutes les, toutes les faiblesses, toutes les difficultés qui sont devant nous et qui nous entraînent aujourd'hui, qui entraînent notre société dans quelque chose d'extrêmement difficile. Et on voit bien que ces axes que l'on veut mettre en place, les maraîchages, les fermes urbaines, aussi la plantation de fruitiers dans la ville, ça répond quand même à des préoccupations extrêmement importantes. Ça développe les circuits courts et en même temps, ça réduit très largement les émissions de gaz à effet de serre. C'est quand même aussi un des objectifs importants. C'est un objectif mondial. En tout cas, la conférence de Paris, la COP21, comme on l'a appelé, avait pointé ça comme une urgence absolue si on voulait lutter efficacement contre le dérèglement climatique et la hausse des températures qui pourrait bien apporter des problèmes beaucoup plus importants que ceux que nous vivons déjà aujourd'hui. C'est aussi un moyen de créer les plans ombrage. Quand on met des fruitiers dans la ville, à la fois on participe au plan ombrage absolument déterminant, qui est de lutter contre ces îlots de chaleur qui sont objectivement aujourd'hui des points noirs
de notre vie, tout simplement au cœur des grands ensembles urbains. Et puis, ça développe la biodiversité qui est aussi absolument essentielle. L'agriculture urbaine est aussi un moyen de maintenir et de développer la biodiversité. C'est absolument fondamental. Alors, on est face quand même à des problématiques importantes, je l'ai dit, la pression d'urbanisation garantie, pour travailler avec Fatima El-Kili, j'étais encore avec elle il y a 1 heure de ça au téléphone, la pression, j'en parlais tout à l'heure, des promoteurs est forte. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur ces questions-là pour recréer de l'équilibre entre la présence du minéral, évidemment, elle est là en ville, mais aussi la présence de la végétation, de la nature, qui doit absolument retrouver ses droits et trouver cette espèce d'équilibre qu'on a très largement perdu. Elle est aussi en proie aux pollutions, n'oublions jamais ça. C'est-à-dire que l'agriculture urbaine va être aussi confrontée à d'autres types de pollutions. Il y a les intrants, bien sûr, dans l'agriculture productiviste qui est sur les territoires ruraux, mais il y a aussi les pollutions extrêmement fortes sur nos territoires. Donc ça veut dire qu'il faut travailler en même temps la question de cette agriculture urbaine et la réduction de tous les polluants, de toutes les pollutions qui sont présents spécifiquement sur nos hypercentres d'agglomération. Il y a aussi un autre sujet, c'est l'accès à l'eau. On oublie souvent, on a beaucoup travaillé sur les jardins familiaux, mais une des grandes difficultés, c'est d'avoir cet accès à l'eau. Et aujourd'hui, c'est souvent un frein pour développer un travail qui pourrait être extrêmement fécond, notamment dans le cadre de fil vert avec les citoyens. Bien sûr, il y a les dégradations, ça c'est un sujet, l'espace public c'est quelque chose, les dégradations sur l'espace public c'est une question importante et la question de la nature sur l'espace public vit les mêmes dégradations et je reviens quand même sur le coût du foncier qui est aujourd'hui un frein considérable. Donc on voit qu'on a beaucoup de choses à faire et si on veut faire en sorte que nos territoires deviennent des territoires fertiles, il faut qu'on interagisse et qu'on agisse sur tous ces leviers à la fois. Alors, ce n'est pas simple, il faut une volonté politique extrêmement forte. Nous avons, en tous les cas, avec Nicolas Meyer-Rossignol, validé un projet très ambitieux sur la question. C'est vrai que sur le plan de renaturation qui sera présenté en janvier au conseil municipal, ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros qui vont arriver pour nous aider. Mais ça ne suffira pas. Il y a aussi tout le travail qu'il faut faire en lien avec la population. C'est pour ça que ce soir, il y a beaucoup d'amis qui sont là et qui travaillent en direct avec les populations, ne serait-ce que par les associations, les AMAP, évidemment. Près de 3000 personnes dans les AMAP, Benoît, c'est considérable. Et c'est bien, il y a encore des marges de progression, mais c'est déjà un travail fantastique. Si on avait cru ça il y a une vingtaine d'années, vraiment, c'était inespéré. Et on voit bien l'intérêt quand même d'amener les populations, les gens, les habitants, les citoyennes et les citoyens vers ces politiques-là. Ça veut dire qu'il ne pourra pas y avoir d'agriculture urbaine sans co-élaboration avec la société. D'où l'intérêt de l'économie sociale et solidaire. Et c'est important que ces journées de l'ASS 2020 s'emparent de ça, parce que je crois que c'est vraiment le maillon entre ce qu'on veut faire et des populations qui attendent des réponses extrêmement concrètes sur ces questions-là. On sait qu'on ne sera pas une agglomération vivrière. J'ai vu les débats, je crois que, Yves, tu me diras si je me trompe, mais c'est 3% de production qui... C'est ça, non, je crois, Bon, tu le diras peut-être après moi. Je sais qu'on ne passera pas à des dizaines de pourcents. Hein, on ne passera pas à des dizaines de pourcents, mais on peut quand même agir extrêmement fortement. Non seulement parce que ce qu'on construit ici et ailleurs sur cette question de l'agriculture urbaine, c'est aussi un moyen, et je conclurai par là, de démontrer qu'il y a une alternative, y compris au modèle agricole dominant tel qu'on nous l'a toujours montré. Et c'est absolument déterminant. Parce que ce qu'on peut réussir à faire dans ces ensembles très urbanisés, on doit quand même pouvoir aussi réussir à le faire sur des territoires qui sont plus enclins à faire de l'agriculture de manière massive. Nous sommes ici, les uns et les autres, bien sûr pas seulement à Rouen, une espèce de défricheurs, entre guillemets, sur cette question-là. Nous sommes celles et ceux qui devons absolument donner les moyens à toutes les initiatives qui vont dans ce sens pour créer les conditions de cette alternative agricole et de cette alternative alimentaire. D'où l'intérêt de ce qu'on fait aujourd'hui sur le maraîchage de Repinville, mais il faut qu'on multiplie ça. En tous les cas, on est en recherche de terrain sur la ville, de foncier, qui doit nous permettre de faire en sorte que cette agriculture urbaine prenne un essor extrêmement important, bien sûr, et qu'elle soit en capacité à jouer à plein son rôle de pédagogie dans la société. Voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin et je répondrai aux questions si c'est utile.
Merci Jean-Michel Bérégovoy. Je vois dans les fils des commentaires que Léo Attable a des fans, hein, puisque Alice Kefelec, pour la citer, ou Meriem Abikchi sont manifestement ravis d'aller manger à Léo Attable et félicitent l'équipe. Hein, la nourriture de qualité, à un prix abordable, en circuit court. Je pense effectivement que ça fait partie d'une demande forte, hein, qui émerge de la société. C'est bien que l'économie sociale et solidaire, évidemment, s'investisse sur ce champ-là. Elle a des compétences à défendre et un vrai savoir-faire. Et Intermed et l'équipe de Léo Attable l'ont vraiment prouvé. Donc, oui, il y a effectivement, hein, sur le secteur de la Grand-Mare, il y a des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont très engagés et qui sont très militants au sens vraiment positif du terme et qui veulent que les projets émergent, mais c'est aussi valable évidemment sur l'ensemble de la ville. Mais effectivement, ce projet de ferme urbaine à la Grand-Mare, à la place d'un parking où il y a 10 000 mètres carrés de parking totalement vide et inutilisé, on a lancé une étude de faisabilité. On ne sait pas encore si on va pouvoir vraiment le réaliser, mais notre objectif, c'est de le faire et de se donner les moyens de le réaliser. Ça pourra redynamiser aussi un quartier qu'en a besoin. Et donc, je passe la parole à Yves Soré, chargé de l'alimentation et des circuits courts à la métropole et qui sait, allez, je le dis, il est un des producteurs de la MAP où je suis investi aussi et il a, par son parcours, su prouver que c'était évidemment possible de passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture bio. Et là, politiquement, il a cette responsabilité de l'alimentation à la métropole avec tout un réseau qui est évidemment fortement demandeur. Tu as donc, Yves, la parole. Merci Stéphane. Donc, alors, tu m'as présenté de manière complète, donc j'ai plus besoin de le faire. Effectivement, je vois que dans les participants, il y a un certain nombre de personnes qui participent aux AMAP en tant que clients. Et donc, moi, je suis tout à fait en fin de carrière, mais du point de vue de ma production. Mais oui, effectivement, j'ai passé mes 15 dernières années à consacrer la grande partie de mon temps à livrer en circuit court les productions en bio que je réalisais sur mon exploitation. Donc le thème de l'alimentation s'est un peu imposé au cours des dernières campagnes municipales. Bon, c'est un peu nouveau, même si elles ont été extrêmement perturbées et perturbantes, ces campagnes électorales. L'alimentation ne faisait pas la une du tout des débats politiques jusque-là. En 2020, l'alimentation, et pas que à Rouen et autour de Rouen, mais en France en général, les gens ont commencé à s'intéresser, c'est les citoyens, et c'est nous tous, à ce qu'on mettait dans nos assiettes et pourquoi on le mettait, à quel prix et quelle qualité, etc. Et donc c'est extrêmement important que ça soit fait. Donc on a beaucoup parlé de relocaliser la production, pas que agricole, mais aussi agricole. Il faut savoir que plus de la moitié des légumes qui sont consommés en France viennent de l'étranger. C'est quand même dommage parce qu'on a les terres aussi pour produire des légumes. Donc, il n'y a pas de raison. On parle de ça pour l'industrie, mais l'agriculture aussi. On devrait être capable, l'agriculture française devrait être capable de nourrir sa population. Et donc, ce thème-là s'est imposé pour des raisons aussi d'environnement. Donc, alors, quand je vais parler d'agriculture, je parle spécifiquement d'agriculture bio, parce que si on veut préserver l'environnement, il faut parler d'agriculture bio. Si c'est pour faire une agriculture qui pollue les sols, c'est pas la peine de la rapprocher forcément de chez soi. Donc il y a la pollution des sols, mais il y a aussi la pollution de l'eau. Hein, donc donc je représente là la métropole. La métropole est aussi le fournisseur d'eau de nos concitoyens. Donc c'est extrêmement important que cette thématique à la fois alimentaire mais aussi de préservation des ressources soit portée par ce niveau d'agglomération, puisque l'eau qu'on va consommer, on la facture évidemment aux consommateurs, et le prix de cette eau est très dépendant de la dépollution qu'il a fallu faire. Et rien que sur la métropole, on sait qu'on a des captages qui sont assez sensibles, et ils sont sensibles parce que
en particulier et en général à 90%, l'agriculture conventionnelle est en cause. Donc il faut absolument le dire, c'est-à-dire que si on paye de l'eau assez cher, c'est parce que on a besoin de la dépolluer quelque part ou d'avoir toute une ingénierie pour arriver à faire en sorte que l'eau qu'on va fournir aux consommateurs ne dépasse pas un certain nombre de seuils, comme les nitrates, mais aussi les pesticides que l'on peut retrouver dedans. Donc, c'est extrêmement fondamental qu'une métropole s'intéresse à l'alimentation, ce qu'on va mettre dans les assiettes des consommateurs, pour des raisons d'eau, je viens de vous dire, mais également pour la raison de la santé des gens, puisque l'alimentation et ce qu'on mange est quand même assez lié à la santé qu'on va ressentir et effective. Donc voilà un peu pourquoi les communes et les communautés de communes, donc la métropole en particulier, doit s'intéresser absolument à l'alimentation pour ces problèmes de protection de ressources, de santé. Alors, comment on peut faire? Alors, on ne part pas de rien sur la métropole de Rouen, puisqu'il y a ce qu'on appelle un PAT, un programme d'alimentation territoriale. Donc, je conseille d'aller lire sur le site de la métropole, donc qui met qui présente le diagnostic du territoire, mais qui présente aussi toutes les visions futures de l'alimentation du territoire. Alors, je vais reciter le chiffre que Jean-Michel a cité par rapport à notre résilience, un nouveau mot très à la mode, mais qu'on appelle, enfin moi de mon temps, quand j'étais étudiant, on appelait ça la souveraineté alimentaire, et c'était évidemment il y a bien longtemps, et en fait, on arrive à 1,3% de souveraineté alimentaire. Ça paraît très peu. Ceci dit, il faut voir que la métropole, je parle au niveau du territoire de la métropole. La métropole est un tout petit territoire agricole, moins de 20 000 hectares. Et c'est un territoire où il y a beaucoup d'habitants. Donc forcément, on ne pourra jamais faire, même 10%, c'est pratiquement pas atteignable. Je vous laisse faire les calculs, mais il faudrait 200 000 hectares pour nourrir à 100% la population. Donc au maximum, si toute la surface de la métropole était consacrée à l'alimentation des habitants métropolitains, on ne pourrait pas dépasser les 10%. Mais on est à 1%, on pourrait peut-être se fixer comme objectif 5%. Donc dans ce plan d'alimentation territoriale, on a des objectifs qui sont à peu près à 2050. Ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de les décliner et se fixer des objectifs à l'échelon d'un mandat. Et donc, par exemple, on est dans les territoires où l'agriculture biologique est la moins représentée. On est à moins de 2%. L'objectif au terme du mandat, ça serait de multiplier par 3 ou 4 ce nombre de terres agricoles consacrées à la bio. Donc, on a un outil, il faut le faire vivre. Donc, avec toutes les associations, 2020 a été très particulier puisqu'on n'a pas pu beaucoup se réunir. Mais en 2021, dès le début 2021, dès qu'on peut, je lancerai une grande réunion des associations pour qu'on puisse travailler ensemble à la mise vraiment en musique de ce plan d'alimentation territoriale. Donc voilà une partie du travail que fait la métropole. L'autre partie, évidemment, on n'est que les représentants des communes. Donc on travaille avec les communes à la mise en œuvre de la loi Egalim. Donc c'est pareil, si je vous conseille d'aller regarder la loi Egalim qui fixe des critères à atteindre pour l'alimentation, en particulier dans les cantines scolaires. Il n'y a pas que ça, mais c'est en ça que les communes sont concernées, en relocalisation, à la fois en bio et en local. Évidemment, nous on pousse pour que ce soit à la fois bio et local, pour des raisons que je vous disais tout à l'heure. Et donc là, il y a toute une partie de notre travail qui consiste à aller travailler avec les communes pour qu'ils appliquent le mieux possible, le plus facilement possible. Les objectifs, c'est 2025. Donc c'est à l'échelon du mandat. Et donc d'arriver à faire appel le plus possible à l'alimentation locale. Et donc la dernière phase, donc là, qui était dans notre programme des municipales, c'était la création donc d'une ceinture maraîchère afin qu'on puisse avoir cette production vivrière sur place. Et donc là, on est en train d'étudier le développement
par le biais d'espaces tests agricoles qui vont voir le jour très rapidement sur le territoire porté par les métropoles, d'une part, et également on procède à une veille foncière afin de pouvoir trouver au maximum tous les terrains qui pourraient conduire à fournir de l'alimentation relocalisée. Et pour être dans le thème juste sur les... Parce qu'en en fait, on n'aborde pas le thème de la réunion, mais faire de l'alimentation bio locale, c'est bien, mais il faut qu'elle soit accessible à tout le monde et il faut trouver les moyens. Et donc, quand je reprendrai la parole tout à l'heure, de voir, mais après la conférence, gesticuler, de voir comment la métropole peut s'insérer dans ce schéma-là. Merci. Merci Yves pour cette parfaite transition et donc je ne rajouterai rien et je passe la parole à Mathieu Dalmé. Bonsoir à tout le monde. Mathieu Dalmé, j'aurais beaucoup aimé ce soir faire une conférence gesticulée devant la plus grande partie d'entre vous, mais les mesures sanitaires en ont décidé autrement. Je vais faire une partie de la conférence gesticulée, mais donc la conférence gesticulée, c'est un objet avec trois grandes thématiques qui vont se recouper, à la fois une vraie conférence avec du contenu scientifique sur des éléments, dont je vais vous présenter là une grande partie ce soir, un tiers d'autobiographie qui permet de venir incarner le propos, et donc je vais en faire une toute petite partie ce soir, parce que notamment donc j'ai lancé la dynamique de travail sur les questions de sécurité sociale de l'alimentation, et j'anime aujourd'hui le collectif qui travaille là-dessus. Donc il y a le fait d'expliquer mon parcours permet de comprendre un petit peu pourquoi aujourd'hui des acteurs s'engagent sur ce projet-là. Et après, il y a une troisième partie de jeu théâtral et de scène qui est du spectacle vivant, et je ne permets pas, je ne reconnais pas Zoom comme un endroit où on peut faire du spectacle vivant. Donc, en tout cas, c'est très compliqué. Donc, on va s'intéresser principalement au contenu en brut de la sécurité sociale de l'alimentation. J'avais déjà fait une intervention un peu similaire à Rouen en septembre, dans le cadre de la capitale de l'après et de toutes ces réflexions-là. Donc c'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de parler, même si là, j'y suis pas directement, mais c'est toujours intéressant, et peut-être pour une prochaine fois, pour la conférence gesticulée, avec plaisir. Donc, d'où je parle aujourd'hui, au-delà du fait que j'habite à Saint-Étienne, moi je suis agronome, j'ai une formation d'agronome. J'ai travaillé depuis après que je suis sorti de l'école dans différentes initiatives de développement des circuits bio, des circuits courts et autres, et 5 ans pour le réseau de la Confédération paysanne à Paris. Et en parallèle de ça, j'ai quitté donc le réseau de la Confédération paysanne il y a 1 an et demi pour me lancer intégralement sur cette question de sécurité sociale de l'alimentation, à la fois avec la conférence gesticulée et avec l'animation du collectif, ce que je fais en étant au chômage et en allant vers le statut d'intermittent, ce qui est très compliqué avec les questions du Covid aujourd'hui. Et donc, ça, c'est mon parcours professionnel, et donc mon parcours militant est beaucoup, au-delà du fait que mes choix professionnels sont des choix quand même très militants, je le fais dans une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières, agriculture et souveraineté alimentaire. L'idée, c'est qu'on est un groupe en fait d'agronomes qui nous connaissons et qui réfléchissons ensemble aux questions de souveraineté alimentaire et de développement agricole, et de comment on traite les enjeux alimentaires. Et c'est dans le cadre de ce groupe de travail que moi j'avais été amené à travailler sur cette question pour la Confédération paysanne de l'alimentation en tant que telle, et de ne pas juste traiter la question du développement agricole, mais de regarder un petit peu la lorgnette par l'alimentation, et d'où le titre de ma conférence gesticulée, et d'ailleurs de la fourche à la fourchette, non l'inverse, de dire en fait il faut peut-être d'abord partir de la fourchette ou de l'assiette pour arriver à l'agriculture, plutôt que de partir de l'agriculture. Je m'expliquerai un peu là-dessus derrière. Mais en tout cas, ce bouleversement qu'on a vu d'un point de vue un petit peu philosophique sur notre métier, de se dire, tiens, si on abordait la question de l'agriculture par la question de l'alimentation et de la demande alimentaire, qui nous a intéressés,
auxquels on a échangé. Et puis finalement, on s'est dit, bah, tiens, on va se lancer sur ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. Collectivement, on a rédigé un premier projet et on anime donc aujourd'hui avec les camarades aussi un groupe de travail avec différentes organisations, dont le Miramap, auquel fait partie bien sûr le réseau des AMAP Normandie, comme ça a été dit tout à l'heure. Et donc, c'est un petit peu voilà, autour de tout ça qu'on travaille. Je reviens rapidement sur cette question de pourquoi dépasser les questions uniquement agricoles et en faire aussi des questions alimentaires. Donc moi, j'ai travaillé pour la Confédération paysanne pendant 1 an sur cette question-là. Et en fait, l'idée, c'était de dire, j'étais animateur de la commission relocalisation de la Confédération paysanne, donc tout ce qui va être, j'étais aussi animateur de la commission agriculture bio. Et en fait, ces 2 commissions-là, ces questions de développement et de changement d'échelle de l'agriculture bio et des circuits courts, c'est-à-dire comment on généralise, la conclusion d'un long travail là-dessus, ça a été de se dire qu'il fallait passer par l'alimentation et par l'assiette. Pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la consommation de ces produits, elle est quand même contrainte, elle est socialement extrêmement déterminée par un capital économique, un capital culturel, une capacité à avoir accès géographiquement à ces choses-là. Donc, toutes des choses dont les différents acteurs qui sont aujourd'hui autour de la table, à mon avis, travaillent sur un différent bout ou autre. Mais si on passe et si on vise à le développer uniquement par la consommation, on ne pourra pas transformer l'agriculture. Voilà, je suppose qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont investis dans le monde agricole, qui voient ce que c'est un petit peu que les normes en agriculture, que les problèmes de foncier qui ont été évoqués aussi, que toutes les questions de transmission et autres. En fait, par la consommation, on ne peut pas montrer ce dont on a envie. On ne peut pas consommer un produit qui n'existe pas, par exemple, et ainsi de suite. Et donc, la transformation de l'agriculture, elle ne peut pas se baser sur la consommation, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire un petit peu aujourd'hui que c'est la consommation qui doit supporter la transition de l'agriculture. Et donc, il faut se baser sur autre chose et se baser notamment sur demander aux citoyens en tant que tels ce qu'ils ont envie de manger, c'est-à-dire ce qu'on appelle élaborer démocratiquement la demande alimentaire, demander aux gens ce qu'ils ont envie de manger et à partir de là, orienter l'agriculture pour y répondre. Ce qui peut se faire à l'échelle d'une mairie ou d'une métropole pour y revenir sur la question par exemple, de tous les services publics pour l'alimentation des cantines ou autres, de discuter avec la population de quel niveau de qualité, de quel type de plat et autres on veut avoir et ensuite de trouver à s'approvisionner le mieux possible et quand il n'y a pas, de récupérer des terres et d'installer et pas forcément uniquement au niveau local. Hein. J'attire quand même votre attention par rapport à différentes interventions qui ont été faites sur les travaux de recherche, notamment de Lola Guillot, sur les projets alimentaires territoriaux qui montrent en quoi les projets alimentaires territoriaux sont un facteur d'augmentation des inégalités alimentaires sur le territoire national. Bien sûr, il y a beaucoup de bonnes choses qui se font et ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, loin de là. Simplement, il y a pour les enjeux alimentaires une métropole aujourd'hui, soutenir l'agriculture au fin fond de la Creuse, c'est peut-être aussi participer à l'équité sur l'ensemble du territoire national et à maintenir des gens et des activités dans des territoires plus défavorisés que de forcément chercher à tout faire au niveau local. Ça, c'est des choses qui ne sont pas toujours travaillées évidentes, donc je fais une petite aparté là-dessus. Et donc, tout ce travail qu'on met en place et dont on réfléchit, on en arrive voilà, autour de cette question du changement d'échelle pour l'agriculture bio, pour les circuits courts, de dire il faut… en fait, on sait que personne ne se lève le matin pour empoisonner ses enfants ou s'empoisonner lui-même avec des produits de mauvaise qualité. Aucun agriculteur ne se lève le matin pour empoisonner l'eau et tout le temps. Pourtant, pour autant, il y a des conditions socio-économiques qui font que une grande partie de nos concitoyens et nous-mêmes parfois, et moi-même aussi, font des choix qui ne correspondent pas à l'agriculture et à l'alimentation qu'on a envie de voir tous les jours dans la société parce qu'on y est contraint.
et ça nous dépasse. Ce n'est pas qu'une question de comportement individuel et de consommation. Donc, on a voilà, posé un petit peu ces choses-là, cette nécessité aussi, donc je le disais, de dépasser l'échelle locale. Et puis, surtout, comme ça a été dit, de reprendre l'accessibilité de tous à une alimentation de qualité. En tout cas, de se dire, si on veut demain transformer l'ensemble de l'agriculture vers la production d'une alimentation de qualité chouette qu'on a tous envie de voir, on ne peut pas envisager d'exclure une partie de la population de l'accès à tout ça. Je le prends par le raisonnement par l'absurde, hein, mais si demain on décrète qu'en France, l'intégralité de la production est bio et le plus local possible et autres, on va avoir forcément une augmentation du coût de la nourriture. Et du coup, en fait, il y a deux solutions à ça. Soit on devient dépendant d'exportation et d'importation pour nourrir toute une partie de la population qui ne se nourrit pas déjà aujourd'hui. Hein, c'est 5,5 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire en France en 2020 avant le confinement, 8 millions après le confinement, et au-delà de ça, 22% des ménages français qui sont en situation d'insuffisance alimentaire, et des personnes qui travaillent là-dessus estiment qu'à peu près 35 à 40% de la population française n'arrive pas à se nourrir comme elle le souhaite, quoi, et est obligée de faire des choix de budget extrêmement contraints sur les questions alimentaires, et ne peut pas, c'est pas ne veut pas, mais ne peut pas transformer réellement son alimentation. Et donc, si on augmente le coût de l'alimentation pour tout le monde, on sait que ces personnes-là ne pourront pas faire le pas, et donc ce serait complètement bête, et en tout cas pas du tout souhaitable, d'envisager la mise en place d'un système alimentaire où on produit une alimentation de qualité mais qu'on ne consomme pas et qu'on exporte, et où on importe autre chose de moins bonne qualité pour nourrir les moins riches d'entre nous. Et la deuxième solution par rapport à ça, c'est de se dire comment on fait pour s'assurer, hein, si on veut avoir un système alimentaire durable, c'est la première des choses, avant de se dire quel est le niveau de qualité de l'agriculture qu'on produit, c'est de se dire qu'il faut que le système alimentaire, enfin en tout cas tout le système de production alimentaire, à la fois les paysans, mais aussi les transformateurs, mais aussi les restaurateurs, ce qu'ils produisent soit accessible aux personnes qui sont sur le territoire. C'est à partir de là, on peut commencer à parler de système alimentaire et commencer à améliorer ce qui est à l'intérieur. Et on a besoin de tout le monde, on a besoin des paysans notamment, et on a besoin aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont là aujourd'hui notamment pour construire un autre système alimentaire. Mais l'idée de base de la durabilité d'un système alimentaire et de la transformation radicale et durable de notre système alimentaire, c'est de se dire qu'il faut que tout le monde puisse dire ce qu'il a envie qu'il soit produit, hein, parce qu'on ne va pas se mettre à produire des choses que les gens n'auraient pas envie de manger. Pour qu'ils les mangent, il faut qu'ils aient envie, qu'ils puissent savoir décider ce qui soit produit. Et la deuxième, c'est que tout le monde ait accès à ce qui soit produit. Si on commence à exclure des gens de ce qu'on fait, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à penser la durabilité du système. Donc ça, c'est toute une partie des enjeux agricoles et alimentaires et d'analyse, en fait, des enjeux agricoles et alimentaires sur lesquels on s'est basé. Je reviendrai un petit peu après, et peut-être éventuellement plus dans les questions sur comment on coordonne ce projet aujourd'hui à l'échelle locale. Hein. Je ne fais pas du tout quelque chose d'anti-local, loin de là, c'est des choses qui s'imbriquent. Par contre, c'est vrai que sur les questions agricoles et alimentaires, à mon avis, hein, et c'est un avis qu'on partage avec l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ce projet, l'échelle locale est plutôt de l'ordre de l'illusion localiste, comme le définit Aurélien Bernier. Et c'est aussi, pour citer un acteur assez connu sur les questions d'agriculture et d'alimentation, tiens, je voulais le citer, mais en fait, j'ai perdu son prénom. C'est pas grave. Nicolas Bricas, pardon, qui est chercheur au CIRAD à Montpellier, qui parle de l'effet de muleta du local et de la façon dont ça va drainer des quantités d'énergie extrêmement fortes pour un impact sur le système alimentaire assez faible. Et là où, par contre, on ne voit pas du tout la même énergie quand il s'agit de militer pour la transformation de la PAC telle qu'elle est en train de se faire aujourd'hui actuellement. Donc, faire attention aussi à ces choses-là.
ce qui ne veut pas dire, loin de là, qu'il ne faut pas faire des choses au local, bien au contraire. Donc ça, c'est une partie des choses qui vont faire qu'on s'est mis à travailler sur le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Et l'autre versant des enjeux, c'est la découverte, parce que quand on dit accès de tous à l'alimentation de qualité, la première chose qui vient en fait comme idée, c'est on va mettre de la nourriture de qualité dans l'aide alimentaire, quoi. Et en fait, un long travail qui a été fait, que là moi j'ai découvert plus grâce aux travaux de Dominique Paturel, qui est chercheur sur les questions de démocratie alimentaire à Montpellier, et de Réseau CIVAM, qui est le réseau agricole qui a le premier travaillé ces questions d'accessibilité en tant que réseau de développement agricole en tout cas. Et en fait, quand on travaille un petit peu la question, je le fais très vite, là on se dit qu'il y a une seule chose à faire, c'est de supprimer l'aide alimentaire tout de suite. Tout de suite. En tout cas, dès qu'on aura fait autre chose. Mais bien sûr, aujourd'hui, à court terme, et d'abord l'aide alimentaire, c'est des bénévoles qui s'engagent de partout pour que des gens ne souffrent pas de la faim en France, et c'est tout à fait respectable. Et on en a besoin aujourd'hui. Mais par contre, en termes d'objectifs politiques à se donner sur ces questions d'accessibilité à l'alimentation pour tout le monde, d'enlever l'aide alimentaire de notre champ de vision, de garder l'aide alimentaire pour des questions d'urgence, éventuellement sur des situations qu'on ne peut pas prévoir. Bien sûr, le don fait partie de notre société, et anthropologiquement est quelque chose d'ancré dans le fait de faire société, de vivre ensemble, et ça, on ne va pas l'enlever. Par contre, aujourd'hui, l'aide alimentaire s'oppose à autre chose qu'on est censé avoir ratifié et mettre en place, mais qui ne se fait pas du tout, et qui s'appelle le droit à l'alimentation. L'aide alimentaire, c'est un droit à être nourri, c'est-à-dire un droit à recevoir une quantité suffisante de calories pour ne pas souffrir de la faim, mais on n'est pas du tout sur ce qu'est le droit à l'alimentation. Et le droit à l'alimentation, c'est quelque chose qui se définit de mieux en mieux au niveau de l'ONU et autres, donc la France a ratifié, mais qui pour autant ne s'applique pas, et qui peut se définir d'une façon très courte par le fait d'avoir l'accès permanent, libre et digne à une alimentation choisie, c'est-à-dire une alimentation à laquelle la personne a le choix qu'elle corresponde pour répondre à l'ensemble des fonctions auxquelles l'alimentation va répondre pour la personne. C'est-à-dire, alors vous allez penser en premier lieu, bien sûr, à la question de la santé, en tout cas de l'entretien physique du corps, mais l'alimentation, ce n'est pas que ça, c'est aussi se faire plaisir et venir compenser peut-être plein d'autres choses sur lesquelles on ne peut pas se faire plaisir dans la société. C'est aussi une fonction sociale, il y a énormément de dons et de contre-dons dans l'alimentation, et quand on est à l'aide alimentaire et qu'on reçoit des chocolats de Pâques en juin ou des Pères Noël en février, parce que c'est les surplus qui restent et qui ne seront pas revendables l'année d'après, en fait, c'est socialement excluant. On ne veut pas le partager avec d'autres personnes. Vu qu'on reçoit des produits qui sont ce que les autres ne veulent plus manger, on est exclu des mécanismes de dons et de contre-dons dans la société par rapport aux produits alimentaires auxquels on a accès. Donc l'aide alimentaire entraîne énormément de précarité et d'exclusion sociale. Et puis l'alimentation, c'est aussi une fonction culturelle. C'est aussi à la fois dans les choix des produits qu'on veut, à la fois dans l'organisation des recettes, de l'organisation des repas. C'est une façon d'exister, de se reconnecter à sa famille, à sa culture et autres. Et donc une importance aussi dans le choix des produits, de laisser les personnes pouvoir choisir de tout ça. C'est pour ça qu'on va résumer le droit à l'alimentation en disant de pouvoir choisir son alimentation, et de dire que ce choix à l'alimentation, c'est un choix à 2 niveaux. C'est un choix individuel, pouvoir individuellement avoir accès à ces produits-là par un mécanisme stable, et bien sûr collectivement, c'est-à-dire pouvoir définir collectivement ce qui doit être produit, et pas avoir un droit en fait clair sur les questions de l'organisation du système de production agricole et alimentaire, pour définir ce qu'on veut, comment et autres. Je parlais de l'aspect culturel de l'alimentation, faire que son alimentation ait du sens. C'est aussi faire en sorte que le paysan qui travaille derrière, il soit correctement rémunéré, de faire en sorte que l'environnement ou les animaux soient bien traités dans ce qu'on mange. Ça, c'est du sens, c'est aussi ce qu'on veut exprimer dans son alimentation, et ça ne se fait pas que individuellement, mais aussi collectivement. Et donc, au final, au contact
de ces personnes qui ont travaillé sur l'aide alimentaire, on s'est beaucoup rendu compte qu'on retombait un petit peu sur les deux mêmes piliers que ce qu'on avait travaillé sur ces questions de changement d'échelle des circuits courts ou l'agriculture bio, pour dire comment on transforme et on crée un système alimentaire durable, qui était de dire il faut à la fois un mécanisme de choix individuel, d'accès de tous à une alimentation choisie, et deuxièmement, des mécanismes collectifs, démocratiques, pour définir ensemble ce qu'on veut manger et comment, et ainsi de suite. Et à partir de là, orienter l'agriculture et la production agricole en fonction de ce que les gens veulent manger. Et donc, le projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est une réponse politique à un problème politique, là où on s'enferme parfois souvent dans des réponses techniques, de dire il y a des problèmes, et je ne les refais pas là, l'ensemble des enjeux agricoles tels qu'on les connaît sur l'environnement et sur tous les problèmes pour bien vivre aujourd'hui pour les agriculteurs et autres. Vous me permettez de faire cette impasse-là, on pourra revenir dessus, mais j'estime que c'est des choses qui sont beaucoup travaillées aujourd'hui pour m'asseoir dessus, pour continuer ma réflexion à partir de là, et donc de dire, c'est pas l'agriculture bio qui va être une réponse technique, c'est pas les circuits courts qui vont être une réponse technique qui vont permettre de traiter tout ça, mais c'est d'abord une réponse politique, institutionnelle, organisationnelle, dire comment on institue une démocratie alimentaire, comment on s'assure que tout le monde ait accès aux produits du système alimentaire, parce que c'est la première condition pour qu'il soit durable, et comment derrière on fait en sorte que ce soit l'ensemble de la population qui pilote ce système-là. Voilà un petit peu l'ensemble de ce sur quoi on a travaillé. Je n'ai pas développé, je le cite juste là, je n'ai pas développé tout le travail de thèse de Bénédicte Bonzi. On vous a remarqué qu'il n'y a pas de femmes aujourd'hui autour de la table, mais du coup, j'en cite notamment la deux. Je citais Dominique Paturel tout à l'heure, Bénédicte Bonzi, qui a fait un travail remarquable sur les questions de violence alimentaire. En fait, sa thèse d'anthropologie qu'elle a faite pendant 5 ans auprès des Restos du Cœur lui a fait développer la notion de violence alimentaire, c'est-à-dire de tout ce qui se passe quand on n'a pas le droit à l'alimentation qui est assuré, et de ce que c'est que de recevoir un panier avec un quota de calories pour la semaine, et tout ce que ça représente en termes d'exclusion sociale et autres. Voilà, ces travaux sont remarquables, mais pareil, je ne détaille pas pour essayer de rester dans le timing et pour privilégier les échanges. Et donc, c'est avec l'ensemble de cet état des lieux sur lequel je me retrouvais moi en 2017 avec tout ce travail que j'avais fait avec la Confédération Paysanne, et que je partage avec les copains d'Ingénieurs sans frontières, et où on se dit, en fait, on a peut-être des ambitions très hautes, de dire, voilà, de façon complètement utopique, si on réfléchissait à comment on pouvait s'attaquer à tout ça en même temps, et frontalement et radicalement. Et du coup, on s'est dit, quitte à faire quelque chose d'extrêmement utopique, autant chercher à être le plus pragmatique possible en même temps, et de s'appuyer sur des choses qui ont déjà existé. Et c'est là-dessus qu'on est parti, sur l'idée de se dire, tiens, si on organisait ça en se basant sur les institutions de la sécurité sociale, donc on ne se base pas sur l'état actuel du détricotage de la sécurité sociale, mais sur le fonctionnement du régime général de sécurité sociale tel qu'il a été en place de 1946 à 1967 en France, c'est-à-dire géré par des caisses de sécurité sociale locales, aux mains des travailleurs principalement, avec les syndicats de travailleurs. Donc voilà, on s'en inspire. Donc nous, aujourd'hui, pour décrire rapidement les grandes lignes du projet de sécurité sociale de l'alimentation, l'idée, ce serait de proposer l'accès, 150 € par mois par personne de crédité sur la carte vitale, pour tout le monde, enfants compris, pour l'achat d'une alimentation conventionnée. Donc, on n'achète pas ce qu'on veut, mais on va décider collectivement de ce qu'on achète. Donc ça, c'est le premier pilier universel. C'est surtout, on ne fait pas une politique pour les pauvres, on ne fait pas de l'amélioration de l'aide alimentaire telle qu'elle est aujourd'hui, mais on crée une politique universelle, on fait du droit, et quoi qu'il arrive, c'est pour tout le monde pareil, et pas de stigmatisation vis-à-vis de ce qu'on met en place.
comment on décide de ce qui est conventionné? Donc là, on part sur une discussion extrêmement intéressante et ambitieuse et long terme de dire comment on organise la démocratie aujourd'hui. Et donc, une imbrication à la fois d'échelles, de moyens, entre des échelles locales principalement, mais aussi un travail national, notamment pour répondre aux questions d'enjeux qui vont dépasser complètement les enjeux locaux, tels que comment l'agriculture ou le système alimentaire, comment on place répond aux enjeux du changement climatique ou d'autres choses comme ça. Donc, l'idée, ce serait d'avoir des conseils de citoyens tirés au sort. À l'échelle, on hésite un petit peu entre les cantons ou les départements pour décider de l'ensemble des professionnels qui doivent être conventionnés et en partant d'un travail fait auprès de la population de ce qu'elle veut manger, et s'il n'y a pas, d'aller voir les professionnels qui ne sont pas très loin pour conventionner avec eux sur la transition de système agricole et de production. Et s'il n'y a encore pas, de récupérer du foncier ou autre quand les gens partent à la retraite pour instaurer, sous forme de régie publique de l'alimentation, pour installer des personnes qui produiront une alimentation qui est décidée par les habitants du territoire. Ça, c'est un peu le mécanisme de base, avec aussi donc une échelle nationale, après avec des représentants de ces caisses locales pour harmoniser petit à petit l'ensemble des critères qui vont se mettre en place et se décider. Et aussi une logique de référendum un peu local pour que les personnes qui bénéficient des caisses valident le travail qui est fait plus ou moins régulièrement par les personnes qui seront tirées au sort pour le faire. Voilà un petit peu comment on le réfléchit et on pense l'organiser. Simplement, je m'attarde sur un critère qu'on pense indispensable à court terme à imposer à l'ensemble des caisses, qui est l'impossibilité pour une caisse de conventionner avec des producteurs en dessous du prix de revient. C'est de dire on ne crée pas du droit à l'alimentation sur le droit des paysans, et à partir du moment où on accepte que tout le monde, qu'on veuille avoir une alimentation de qualité, ça ne se fait pas en paupérisant des agriculteurs. Et donc, on sait faire travailler sur le prix de revient d'un produit agricole pour un agriculteur, ou d'un produit plus largement alimentaire pour de l'industrie agroalimentaire de transformation ou pour des restaurateurs. Donc, on assure un prix de revient minimum à partir de ça. Et de la même façon, absence de revenus directement de profit. C'est-à-dire qu'on va rémunérer le fait d'avoir un travail rémunérateur et le fait de rémunérer les investissements nécessaires pour l'entretien du matériel de production, mais pas de profit privé. L'idée, c'est de surtout pas refaire ce qui s'est fait avec Sanofi, par exemple, pour la sécurité sociale de santé aujourd'hui, avec des monstres qui naissent de ça. Si on socialise de l'argent pour assurer du droit, c'est pas pour que sur ce système-là, des personnes puissent se faire des profits qui dépassent l'entendement. Et troisième principe, donc un financement par la cotisation, de la même façon, je ne vais pas détailler là, que la sécurité sociale de santé a pu fonctionner, en tout cas pendant longtemps, avant que l'impôt vienne remplacer progressivement son financement, se baser sur des cotisations, sur la valeur ajoutée qu'on peut prendre, soit de la même façon que se financent aujourd'hui ces cotisations pour la sécurité sociale, en prenant directement sur les salaires et en étant dans une logique de réduction des inégalités de chacun selon ses moyens. Oui, c'est ça, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Et, ou alors, en changeant un petit peu l'assiette, qui est aujourd'hui prise sur la masse salariale, de la prendre sur l'ensemble de la valeur ajoutée des entreprises, ce qui a des avantages et des inconvénients. L'avantage notamment de mieux récupérer la valeur ajoutée qui serait produite par des robots et autres, et de ne pas rendre le travail effectif moins concurrentiel à toute l'automatisation, tout ça. Et l'inconvénient que, par exemple, McDo aujourd'hui ne fait quasiment pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire que toutes les filiales qui travaillent à l'international avec des logiques de défiscalisation et de lutte contre le fait de payer des impôts en France, en fait, on se retrouve avec énormément de multinationales qui ont
très peu de valeur ajoutée. Donc, ça reviendrait de se baser sur la valeur ajoutée, ça se reviendrait aussi à prendre plus de cotisations globalement sur toutes les petites entreprises qui ne fonctionnent pas avec des logiques de filiales à l'international et dans des paradis fiscaux, et moins aux grosses. Donc, c'est un peu embêtant quand même. Voilà. Mais donc, on réfléchit quand même sur ces questions. Je vais m'arrêter dans pas longtemps. J'ai dit un petit peu ce que je voulais dire, simplement pour finir sur le local aujourd'hui et comment on travaille avec des projets. On est contacté depuis qu'on a lancé ce travail-là, par tout un tas d'initiatives qui trouvent ça extrêmement intéressant et qui veulent nous aider, participer à la dynamique sans revendiquer, à la fois des collectifs de citoyens, à la fois des organisations qui essayent de faire de l'aide alimentaire autrement ou autre, ou des organisations de producteurs ou de consommateurs, hein. Typiquement, voilà, une AMAP qui va mettre en place un mécanisme de solidarité pour avoir des paniers solidaires et autres, et qui cherche à développer ou à rentrer dans une dynamique un peu plus large. Et donc aujourd'hui, on commence, c'est le tout début là, de fédérer un petit peu ce réseau d'acteurs, parce que c'est voilà, l'idée de travailler à échelle nationale, c'est pas du tout de tout faire à échelle nationale. Au contraire, c'est de se doter d'un mécanisme de coordination des initiatives locales et de laisser en avant la primauté à ce qui se fera au local, mais avec un mécanisme notamment pour assurer l'équité entre les territoires et la non-concurrence entre les territoires, et un petit peu d'uniformité aussi sur ces questions de droit, et pas faire en sorte qu'il y ait des trous et des zones de non-droit sur le territoire. Et donc, on travaille avec les personnes qui sont d'accord sur cette logique de complémentarité d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se faire au local, mais pas que, qui décident de travailler frontalement ces deux questions du droit à l'alimentation et de la transformation de l'agriculture, avec des enjeux de droit des paysans et des enjeux de respect de l'environnement. Donc, c'est en travaillant les deux ensemble qu'on y arrivera, et qui ont un vrai travail démocratique dans le fonctionnement. Alors après, sans objectif, entre guillemets, de résultat, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui est démocratique et qu'est-ce qui n'est pas démocratique aujourd'hui, mais en tout cas, une volonté d'expression du plus grand nombre et de gouvernance ouverte autour de ces questions. Et puis, comme je disais, un travail ouvert à tous, hein, de ne pas être dans une ubérisation ou dans une version 2.0 de l'aide alimentaire avec quelque chose d'un peu mieux, mais quand bien même il s'agirait de mettre en place des bons alimentaires à l'échelle d'une ville pour permettre aux personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire de choisir leur alimentation, d'être plus libres ou autre, et bien de faire en sorte que ces mécanismes soient accessibles à tout le monde. Et quand bien même les personnes ne sont pas aidées, pas financées par rapport à ça, je dis n'importe quoi, si on imaginait qu'il y a un soutien de 100 € pour les familles par mois les plus défavorisées, de proposer aussi que celles et ceux qui le souhaitent, qui donneraient 100 € pour recevoir 100 €, mais plus sous le principe d'une monnaie locale, qui échangerait ces bons contre d'autres bons, participent aussi à la dynamique, et de stigmatiser par là le moins possible, et de créer de la mixité sociale aussi autour de ces questions. Voilà, comme première présentation en une demi-heure, un petit peu de l'ensemble de nos réflexions, et au plaisir d'échanger par la suite avec vous. J'enchaîne tout de suite parce que je sens qu'on va être collectivement dans la frustration, parce qu'il est 19h50, mais bon, c'est la vie. On organisera en présentiel d'autres débats sur le sujet, mais avant que vous nous posiez vos questions, j'attends que les mains se lèvent. C'est ouvert. Je suis juste un témoignage très court, parce que je suis élu mais aussi assistant social, et j'ai pu observer ce que vous avez dit sur l'aide alimentaire a beaucoup résonné, parce qu'on constate alors c'est des gens remarquables, j'ai beaucoup d'amis, mais une institutionnalisation des restaurants du cœur, pas de leur fait, hein, avec le retrait finalement, on n'intègre plus la nécessité de payer des aliments dans les aides sociales. Et par exemple, le conseil départemental 76 a réduit l'allocation mensuelle d'urgence, hein, qui est une allocation accordée au titre de la protection de l'enfance pour les familles en très très grande difficulté. Ça a été forfaitisé. Donc c'est 75 €, quel que soit le nombre d'enfants dans la famille.
Et ça tient parce que, bah oui, ça tient puisque les Restos du Cœur font leur travail de fourniture de nourriture. Et donc, évidemment, le choix est totalement pas possible pour des familles sans ressources, mais parce que les institutions ont intégré et institutionnalisé les Restaurants du Cœur. Là, je pense effectivement que ça va trop loin et que ce que vous avez dit a évidemment résonné dans le vécu du quotidien de mon métier, où je vois effectivement ces familles qui sont réduites à ne plus avoir le choix de ce qu'ils peuvent manger. Alors, j'ai essayé de faire cette petite transition. Y a-t-il des prises de parole? Et donc, effectivement, il y a un enjeu politique considérable pour accéder à une alimentation digne et choisie pour tous. Alors, je vois par exemple Laure a posé une question, mais elle peut peut-être prendre la parole sur pourquoi pas proposer ou organiser des AMAP solidaires articulés, entre autres, avec des chantiers d'insertion, par exemple. Je vois que là, il y a peut-être une piste pour démocratiser l'accès à la nourriture de qualité. Laure, je te laisse la parole, qui est membre de la CRES, qui est une structure avec qui on travaille depuis 2014. Oui, bonjour à tous. Laure Drège, en effet, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. En vous entendant, il y a une expérience qui me fait écho à laquelle nous avons participé avec l'IRTS d'Hérouville-Saint-Clair, l'Institut de travail social, qui à la fois a mis en place un jardin au sein de l'Institut pour sensibiliser les travailleurs sociaux dans leur formation sur cette question de l'alimentation, mais de comment ça pousse pour redéployer la chaîne. Et il y a eu par le passé, malheureusement ça a avorté il y a 1 an et demi, 2 ans, mais il y a eu par le passé un partenariat de l'IRTS, du travailleur social, avec un chantier d'insertion, les jardins d'Arlette, qui avait un domaine qui pouvait exploiter en maraîchage assez conséquent sur le territoire de Caen, et ce qui a permis, en partenariat avec le réseau des AMAP, de mettre en place un principe de panier solidaire. Et ça me semblait extrêmement intéressant parce que, par rapport à ce que j'entends ce soir, je connaissais un peu moins, moi, sur cette question alimentaire, le territoire normand jusqu'à maintenant. Et pourtant, j'entends beaucoup parler d'alimentation sur le territoire de la métropole depuis la période de crise, notamment beaucoup sur le territoire d'Elbeuf, avec une très belle initiative avec Amicalement Vôtre, qui a cet avantage d'adosser une épicerie sociale à un restaurant social, ce qui leur permet notamment de faire de la transformation alimentaire de produits frais pour justement pouvoir proposer des barquettes alimentaires de produits travaillés sur place avec des bénévoles qui peuvent répondre à des conditions de personnes qui ont des régimes sans sel, enfin peu importe. Et du coup, on voit bien qu'il y a toute une adaptation possible. Donc moi, il me semble qu'en effet, il y a un certain nombre d'initiatives qui existent. Après, dans ce que j'ai entendu ce soir, c'est maintenant comment on passe à l'acte. Parce que la vraie question pour moi, c'est celle-ci. La volonté politique, si on est autour de la table, j'ai envie de dire, elle est déjà un petit peu partagée. C'est un début. C'est comment on commence cette utopie qui peut-être n'en est pas une. Fait, il y a des utopies réalistes qui peuvent évidemment se mettre en œuvre avec une détermination. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question, prendre la parole ou faire une intervention? On a encore un peu de temps. Je vois que les gens n'osent pas se lancer. Si Yves Soré, vas-y. Oui, alors j'ai beaucoup apprécié la communication qui vient de nous être faite par Mathieu. Moi j'avais travaillé il y a un peu de temps, je suis un ancien de la Confédération paysanne, donc enfin un ancien, je suis toujours actuel d'ailleurs, donc c'est des sujets qu'on a un peu travaillé. D'ailleurs, alors je me trompe peut-être, mais on appelait ça la carte vitale alimentaire, mais c'est sans doute la même notion, enfin c'est le même principe. Et bon, dans les études là qui nous ont été présentées à venir, si par hasard il y a besoin d'une métropole parmi les participants, je pense qu'on pourrait étudier la question au niveau de la métropole de Rouen, parce que enfin, personnellement c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je sais qu'il concerne beaucoup le président de la métropole, et donc voilà, c'est une offre de service en quelque sorte. Merci Yves.
c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Personne n'est sourd ce soir. Donc, J'en profite au passage parce qu'il y a aussi souvent des questions de moyens. On a beaucoup évoqué la question de la place des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans ces dynamiques. On a peut-être aussi une opportunité, la volonté politique, des gens qui ont des compétences, des savoir-faire sur les sujets qui nous rassemblent. Et il y a également l'État qui vient de lancer ses nouveaux appels à projets dans le cadre du plan de relance, avec notamment un gros volet alimentaire. Et je pense que collectivement, il y a peut-être une opportunité à saisir à condition qu'elle puisse être orchestrée à l'échelle d'un territoire qui puisse réellement faire PTCE. On en parlait tout à l'heure. Tout à fait. On a reçu, enfin moi j'ai reçu ce matin cet appel à projet. Et effectivement, l'alimentation est un volet des appels à projet sur lesquels il faut s'engouffrer. En souhaitant aussi que ça ne soit pas un one-shot. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait un engagement sur la durée pour que ça ait un sens et que ça produise des effets durables. Hein. Et ça, on saura le rappeler, et je pense, parce que s'il y a une volonté politique pour le faire, il faut des choix politiques sont forcément financés. Hein. Sinon, on n'est que dans le verbe. Alors, y a-t-il d'autres interventions? Mathieu Delmé, peut-être une réaction par rapport aux 2-3 interventions qui viennent d'avoir lieu? Oui, sur ces questions de métropole témoin ou autre, c'est sûr que il y a un vrai intérêt hein, dans l'idée de faire connaître le projet et de l'ancrer un peu plus et de pouvoir avancer, de s'appuyer sur des zones d'expérimentation test. C'est pas ce qu'on a réfléchi en premier, mais en tout cas aujourd'hui on est en train de commencer à y réfléchir pas mal autour de ces questions de, comme je disais tout à l'heure, il y a 2 types un peu d'expérimentation qui se mettent en place. Des logiques de bons alimentaires, voilà, donc transformer l'aide alimentaire par un pouvoir d'achat individuel sur les questions d'alimentation. Et avec, donc ça, il y a déjà des villes qui le font et qui ont quasiment exclu l'aide alimentaire sur leur territoire. Et derrière, donc, de dire comment on fait pour transformer, accompagner à partir des personnes qui sont bénéficiaires et en ouvrant plus largement, comme je disais tout à l'heure, pour faire en sorte que ce soit entre guillemets, des bons pour une alimentation durable, mais en tout cas qu'il y a un mécanisme de réflexion pour les lieux d'approvisionnement, le type de produit et ainsi de suite qui se mettent en place. Et l'autre type, alors, bon, au final, on peut dire que ça revient un peu au même, mais c'est de partir sur le principe des mutuelles, voire de mutuelles locales ou autres, mais avec, voilà, de dépasser peut-être la map, pour aller plus loin sur des systèmes d'approvisionnement ou de groupements d'achats locaux ou de supermarchés coopératifs qui se montent. Je ne sais pas s'il y en a sur Rouen, ces mécanismes-là, mais d'aller vraiment sur une forme de mutuelle, au final, avec une cotisation indexée sur le pouvoir d'achat pour tout le monde. Et puis derrière, la même possibilité, la même solde monétaire pour tout le monde pour se rémunérer dans le lieu qui est choisi, qui est monté autour de ça. C'est un peu les 2 types aujourd'hui, en tout cas, d'expérimentation qu'on est en train de réfléchir sur différents territoires. Merci. Y a-t-il d'autres volontés d'expression? Si je vois personne ne lever la main, et dans la mesure où il est 20h, on va considérer, M. Dalmé, que votre mot de conclusion, avec évidemment la volonté de continuer, comme ça a été indiqué, cette réflexion et cette mise en œuvre, surtout, parce que il faut évidemment réfléchir avant d'agir. Donc il faut réfléchir, mais il faut ici évidemment agir pour réunir les conditions d'un accès démocratisé à une alimentation digne et choisie. Je reprends, Mathieu Dalmé, les propos que vous avez tenus tout à l'heure, et je pense que toutes celles et tous ceux qui sont
présents ce soir sont tous convaincus de cette nécessité. Et donc, il n'y a plus qu'à le faire concrètement. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. J'ai conscience qu'on aurait pu débattre beaucoup plus. On organisera encore évidemment des débats, soit en visio ou en présentiel, souhaitons-le à nous tous quand même, parce que la visio, c'est un pis-aller, ça reste malgré tout un moyen qui a permis de maintenir du lien, mais j'espère qu'on sera tous en janvier en capacité de pouvoir nous réunir, de travailler dans un lieu, même en respectant évidemment des gestes barrières, mais entre êtres humains et au-delà d'une visio et d'un écran. Je pense qu'on a tous besoin de ça et j'espère qu'on va pouvoir donc le réaliser. Je prends évidemment le mot de conclusion concernant l'économie sociale et solidaire. J'avais l'intention d'organiser des états généraux, enfin on les appelle comme on veut, et tout ça a été totalement perturbé par le Covid, mais évidemment on verra en janvier comment on peut continuer ce groupe de travail qui a été mis en place depuis 2014, qui a été extrêmement résilient, très réactif, hein, et qui a élaboré ces 5 webinaires, et vraiment je tiens à les en remercier vraiment de ce travail. Et donc, bien entendu, l'objectif est de continuer d'élaborer cette feuille de route à l'échelle de la ville, mais aussi, et ça c'est un peu plus nouveau, à l'échelle de la métropole, pour que l'économie sociale et solidaire soit un véritable acteur reconnu et puisse agir sur les territoires au bénéfice des populations. C'est en tout cas notre souhait politique du président Nicolas Meyer-Rossignol, de moi-même et de nos différents groupes politiques pour avancer très concrètement sur cette économie sociale et solidaire ancrée sur les territoires avec toute une série de thématiques, hein, l'alimentation, les déplacements, des tiers-lieux. Il y a évidemment beaucoup de sujets. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et surtout, prenez bien soin de vous et je vous souhaite en avance les fêtes les plus belles possibles dans ce contexte si difficile. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. 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 Bonsoir.